Flippo. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bienvenue à tous les deux. Alors, vous avez 2 micros. Voilà. Oui, comme vous voulez. Prenez chacun un micro, comme ça vous êtes à l'aise. Alors, on va parler du combiné fluvial, qui n'est pas anecdotique. Et je vais commencer avec vous, Alain Malivernet. Vous êtes travaillé dans le domaine du transport combiné depuis 1986. Vous avez occupé beaucoup de postes pas. dans le groupe Sogestran, donc qui fait du multimodal, du maritime, du fluvial, service aux industries. Donc depuis 2008, vous travaillez chez Sogestran. Aujourd'hui, vous êtes expert métier multimodal. On vous a nommé à ce poste finalement transverse chez Logiport Shuttle, Nord-Port Shuttle, au sein donc du métier Sogestran Logistics sur des questions de logistique. Alors, création de nouveaux flux, conseil au développement du multimodal, vous intervenez un peu en transverse, c'est ça, en conseil expert? Absolument, j'ai rien à ajouter. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Non, c'est exactement ça. Le poste est tout neuf puisque ça date du 1er octobre. Donc voilà, j'ai quitté les opérations pour venir sur ce poste-là. Très bien. Absolument. Alors, le message ce matin, c'est que côté fluvial, on peut faire beaucoup plus. Il y a un gros potentiel que ce qui existe aujourd'hui. Mais pour ça, il faut un certain nombre de voyants au vert. On va un peu faire la checklist ensemble. Déjà, du côté des investissements en infrastructure dans le fluvial, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'investissements dans le fluvial? Oui, ça bouge, effectivement. Alors, à la question, est-ce qu'on pourrait faire beaucoup plus? Nous pourrions faire 3 à 5 fois plus sur les axes de navigation aujourd'hui, sans investissement majeur. Donc ça, c'est quand même un élément important. Donc effectivement, on est sur nos freins. On n'est pas sur quelque chose qui répond un petit peu au marché. Nous sommes sur des axes essentiellement très occupés par l'industrie et par la consommation. Tous les bassins, que ce soit nord, que ce soit parisien et lyonnais. Donc on a la chance de donner les portes de sortie et d'entrée avec les ports de Fos, Lyon, avec Le Havre, Paris et Dunkerque, banlieue lilloise. Et on peut ajouter à cela toutes les connexions qui existent depuis l'Alsace avec le port d'Anvers-Rotterdam et sur la Moselle également sur Anvers-Rotterdam. Donc il y a du moyen. Pour répondre à votre question sur les investissements, on en a quelques-uns qui sont des signes positifs, qui sont liés directement au fluvial ou pas. On a par exemple des projets des projets du port de Dunkerque pour étendre le quai, donc accueillir plus de navires et plus de containers. Nous avons la réalisation de la chatière au Havre, 2027. Normalement fin 2027, qui va permettre d'accéder avec tout type de bateau port 2000. Donc ça, c'est un élément positif. Nous avons sur le Rhône, un peu plus lointain, une extension de Sillard vers le nord, qui va donner un peu plus d'accessibilité au fluvial, parce qu'aujourd'hui, on est sur les mêmes quais que les armateurs maritimes, et donc forcément, on n'est pas prioritaire en opération. Donc l'extension au nord de Sillard va servir. Il y a eu une zone d'échange qui a été créée pour le mode combiné, également transbordement entre Rofos-Sillard à Fos. Donc il y a des signes qui sont importants, comme je vous disais, qui ont un lien direct ou qui va apporter un peu plus d'attractivité au fluvial. Donc côté investissement, on peut dire qu'on coche la case. Côté décarbonation du matériel de navigation, en termes sur les choix RSE, ça, évidemment, ça pèse. Là, est-ce qu'il y a de l'investissement et sur les carburants verts aussi, notamment? Alors déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport fluvial, c'est 4 à 5 fois moins d'émissions de CO2. On part déjà d'une base qui est quand même plutôt positive. Ensuite, il y a plein de solutions pour décarboner. On va parler des branchements électriques des bateaux. Quand ils sont hackés en opération, donc ça s'est bien développé sur la Seine. Il y a d'autres bassins qui vont suivre derrière, donc ça c'est un élément. Et ensuite on a tous les carburants autres que le diesel qui ont été expérimentés pour beaucoup, qui existent. Il y a des bateaux qui tournent au GNL, il y a des bateaux qui ont tourné à l'HVO, donc ça fonctionne avec des biocarburants. La problématique n'est pas là, c'est que il y a une instabilité sur la fiscalité sur ces nouveaux carburants.
qui met un avenir incertain quand même, hein, et c'est effectivement, ça rejoint le sujet indiqué préalablement. Et puis on a cette incapacité aussi, il faut le dire, à répercuter toute surcharge à nos clients. Voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est l'économie qu'ils cherchent. Ces carburants étant plus onéreux, ça nécessite donc un rajout sur le pied de facture, et ça, le marché n'est pas forcément prêt à l'accepter. D'accord, donc ça on va en reparler aussi après avec Éloi Flippo. Autre voyant qui est plutôt au rouge aujourd'hui, c'est le coût de manutention dans le fluvial. Comment vous pourriez résumer l'équation qui fait que c'est difficile aujourd'hui pour les transporteurs quand on fait du fluvial, ça coûte plus cher sur la manutention? Il y a un constat qui est simple, c'est que quand vous arrivez avec un camion pour charger un conteneur maritime sur un terminal maritime, le transporteur ne paye pas. Quand un train arrive sur le terminal maritime, je mets les petits guillemets, pour l'instant ça ne lui coûte pas beaucoup plus cher. Quand c'est pas à zéro, c'est pas très cher. En fluvial, on utilise les portiques maritimes, donc on est facturé. Donc de toute façon, on a déjà environ 10% du prix de vente qui part du port de mer, du Havre et de Fos, qui est facturé au client, donc une attractivité qui forcément est plus compliquée. C'est pas le cas sur Dunkerque. Il y a une autre exception. Sur Dunkerque, on est sur des manutentions en journée qui sont lissées avec toutes les autres manutentions. Et on a un autre cas unique aujourd'hui, c'est CMA, qui s'est engagé sur les terminaux du Havre et de Fos à prendre en charge la manutention fluviale en journée, en semaine. Mais c'est isolé, il n'y a que lui qui s'est engagé à cela. Oui, c'est anecdotique, quoi. Et après, autre point difficile pour vous, c'est le coût des terrains. Si on veut avoir un quai à voie d'eau, je dis peut-être pas les choses de la bonne manière, vous dites bord, voie d'eau, l'expression consacrée, ça coûte plus cher aussi fiscalement, là c'est compliqué. Oui, en fait, dans l'économie, dans le microcosme du transport fluvial combiné, il y a des ports qui sont des points essentiels, qui font souvent parfois des manutentions de produits vrac, de produits conteneurisés, qui ont aussi besoin d'accueillir des transporteurs routiers. Donc tout ce microcosme-là fait partie de la chaîne logistique que nous, opérateurs de transport combiné, on vend aux clients. Donc ça a un coût. Et lorsque l'on a des terrains qui sont, parce que boire à voie d'eau, parce que manutention fluviale, qui sont plus chers financièrement que celui qui est juste à côté, on ferme déjà la porte. On a besoin de ports forts, on a besoin de plateformes fortes, et on n'a pas besoin de gens qui ont déjà des difficultés à arriver là-dessus. Donc ces terrains, on explique qu'il y a une valeur ajoutée, manutention, etc. On les oblige ainsi à faire du transport fluvial, mais il y a certainement d'autres modèles qui doivent exister pour anticiper et faire en sorte que ces manutentions-là, ces installateurs qui viennent mettre du matériel très cher, hein, on parle de portiques, on parle de stackers négatifs, avec des terrains nécessaires, il faut faire en sorte que cet accueil soit le plus favorable possible, parce que derrière, on va le vendre dans le prix de transport. Alors vous avez un appel du coup politique sur ce sujet, Alexandra Nash, ou pas? Tout à fait. Les deux coups de pince, faut dire ce qu'il est, elle est essentielle dans notre équation économique. On la perd, on perd toute option de faire du transport combiné. Et ensuite, ce qui est important, c'est que nous, on intègre ce montant d'aide directement dans le prix de vente, sans quoi on perd de l'attractivité. Donc nous, notre intérêt, c'est de bien connaître les règles du jeu pour l'année suivante. Donc on est en 2025, on remet des prix en 2026. On veut bien savoir qu'est-ce qu'on prévoit. Et sous quelles règles. Et là au-dessus, il y a des questions de savoir est-ce que le vide serait éligible, est-ce que voilà, tous ces éléments-là sont très importants pour nous parce que c'est pas une prime de fin d'année, on la met directement. Et les opérateurs de transport combiné aujourd'hui, nous faisons de la trésorerie. Nous donnons aux clients quelque chose dont on n'est pas sûr d'avoir demain. Et quand je dis demain, c'est pour un conteneur transporté en janvier 2025, c'est des perceptions qui vont arriver en milieu 2026. Donc il faut vraiment qu'on connaisse les règles et qu'on puisse appliquer la bonne chose. On prévoit pas assez, du coup on est perdant, et on prévoit trop, on perd de l'attractivité, ce qui est quand même dommage. On a un outil économique pour les industries tellement important, fiabilité, régularité, environnementale, on a besoin d'être percutant dès le premier jet.
Je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Alain. On va poursuivre les échanges avec Éloi Flippo. Donc, je vous présente, Éloi, vous êtes chef de service transport et aéroport modal chez VNF. Je crois que tout le monde vous connaît. Non, pas forcément. Voies navigables de France. Et je rappelle que vous agissez donc sous la tutelle de la DGITM, chez VNF. On peut aussi rappeler que VNF gère véritablement les voies navigables de France. Et donc, à ce titre, vous soutenez de nombreuses actions de développement du transport fluvial de marchandises, et ça se fait à travers le COP, le contrat objectif performance que vous avez signé avec l'État. Expliquez-nous, donnez-nous le cadre un peu. En fait, le réseau que gère VNF, c'est à peu près 7000 km de voies fluviales, de voies navigables, précisément 6700. La quasi-totalité du réseau navigable intérieur français, enfin métropolitain en tout cas, puisqu'il y en a à peu près 8500. Le reste est géré par des grands ports maritimes, certains départements. Et en fait, ce réseau navigable, c'est certes une infrastructure de transport, dont c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui, mais c'est aussi un système d'approvisionnement en eau des territoires. Donc pour des usages industriels, pour des usages d'irrigation, des usages agricoles et même des usages d'eau potable. Pour commencer, il y a à peu près 34% de la population française qui est traversée, qui vit dans des villes qui sont traversées par des voies navigables. Il y en a donc un peu plus de 3100, à peu près 3120 communes qui sont traversées par des voies navigables. Donc c'est vrai qu'au-delà de la fonction transport, c'est aussi une fonction industrielle et d'approvisionnement qui est en eau qui est très importante. Et c'est pour ça en effet que l'État a décidé de signer un contrat d'objectif performance avec VNF pour stabiliser les recettes et permettre à VNF en fait d'entretenir et de régénérer et même de moderniser le réseau navigable. Donc ça stabilise, quelque part ça sanctuarise. C'est quoi le deal finalement ? Quel est le deal entre vous ? Pardon ? Quel est le deal dans ce contrat ? Quel est le... Alors en fait le deal c'est un niveau de recette qui est sanctuarisé à environ 300 millions d'euros par an pendant 10 ans. Et c'est très important puisque ça se compare à environ 110 à 120 millions d'euros de dépenses par VNF sur la régénération et la maintenance du réseau au cours de la décennie précédente. Donc on a quasiment triplé le niveau d'investissement et ça nous permet de faire des choses importantes. Donc Alain, on a cité quelques-unes et j'en citerai quelques autres aussi. Oui, alors justement, on a parlé d'investissement, de voyant vert sur le côté investissement. Est-ce que vous pouvez abonder dans son sens, donner des exemples, des photos, je crois, on a des images. En fait, je montre quelques écluses qui sont emblématiques sur le réseau. Tout d'abord, on va parler du chantier le plus important qui n'est pas sous maîtrise d'ouvrage VNF, je le précise, mais sous la maîtrise d'ouvrage de la société de projet que l'État avait créée et qui est maintenant sous la tutelle de la région Hauts-de-France, la société du canal Seine-Nord-Europe. Et donc là, vous avez quelques vues des travaux en cours sur le futur canal Seine-Nord-Europe qui sera ouvert en 2032. Donc là, vous avez déjà des travaux en cours de ressindement de l'Oise en amont de Compiègne et la première écluse qui va être construite prochainement entre 2024 et 2027. Donc pour commencer, quelques travaux sur le canal Seine-Nord et aussi, bien sûr, des travaux importants sur des écluses à grand gabarit, puisque le réseau fluvial, c'est un réseau qui est principalement constitué de 2 types de gabarits. Et sur le réseau à grand gabarit, eh bien là, on vous montre quelques écluses en travaux dans le réseau des Hauts-de-France, l'écluse des Fontinettes et l'écluse de Cuinchy, si je me souviens bien. Et vous avez aussi l'écluse de Méricourt sur la Seine, dont le sas a été, le deuxième sas a été sécurisé en 2024-2025. Donc ça, ce sont des écluses qui permettent d'assurer une continuité de gabarit d'un bout à l'autre sur un périmètre qu'on appelle Seine-Escaut, c'est-à-dire entre, grosso modo, le port du Havre et les ports de la mer du Nord. Et donc avec un gabarit unique qui sont à peu près les plus gros bateaux qui peuvent circuler sur le nord-ouest de l'Europe, c'est-à-dire des bateaux de 185 mètres sur 11 mètres 40 de large. L'équivalent de 200 camions sur un bateau. Super, merci, bravo pour ces images. On a parlé de la décarbonation du matériel et là vous allez nous parler de ce que vous avez conçu, le PAMI, le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation, qui vous permet de distribuer, si j'ai bien pris note, 6 millions d'euros à 100 projets chaque année. En effet, ce sont des subventions pour les transporteurs fluviaux de marchandises et aussi de passagers. Et ce sont des subventions pour leur permettre d'acheter des bateaux, même d'occasion, de faire construire des bateaux, et notamment des bateaux à propulsion décarbonée.
comme l'exemple qu'on a ici, qui est un exemple Sogestran, l'exemple emblématique d'un investissement majeur par le groupe Sogestran que représente mon collègue Alain Malivernet. Et donc là, il s'agit d'une barge qui s'appelle barge Zulu, qui est propulsée à l'hydrogène. Donc vous voyez que c'est une barge qui a été lancée l'année dernière. Et qui autorise le transport d'environ 400 tonnes de marchandises et avec une autonomie de 500 km. Vous voyez, donc c'est avec un bateau équipé de 2 piles à combustible de 200 kW chacune, si je me souviens bien, pour embarquer à peu près 300 kg d'hydrogène, sauf erreur. Donc ça, c'est un exemple, mais le PAMI, effectivement, donc c'est un instrument majeur je dirais, de modernisation de la flotte fluviale, de marchandises et de passagers, et qui est cofinancé par des régions, comme la région Île-de-France, ici présente, ou la région Aura, ou la région Sud, la région PACA, pour les bateaux qui concernent leur territoire respectif, et qui est notamment orienté vers le verdissement des bateaux, c'est-à-dire le rétrofit, la conversion de bateaux vers des motorisations décarbonées, ou bien aussi vers l'innovation, comme son nom l'indique, le PAMI, le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation. C'est quoi? C'est plutôt de la modernisation? Proportionnellement, c'est plutôt de modernisation que création-innovation? Oui, c'est plutôt en effet de la modernisation, mais on a un nombre croissant de dépenses, de subventions à des projets d'innovation et à des bateaux décarbonés. Par exemple, sur le PAMI actuel, 2023-2027, on a une quinzaine de bateaux qui sont sur des propulsions totalement décarbonées. Donc des bateaux de logistique urbaine, qui sont des bateaux électriques ou des bateaux à propulsion hybride aussi. Et aussi, on a des bateaux sur des porte-conteneurs ou des bateaux de transport de marchandises en vrac sur des propulsions zéro carbone. Très bien. Alors, on a parlé tout à l'heure des coûts de manutention dans le fluvial. Et Éloi, vous avez des éléments concrets qui permettent de prouver que ces coûts rendent la filière moins attractive. Parce que vous avez, je crois, un graphique ou des éléments sur Anvers, ce qui a été fait à Anvers. Je ne sais pas si j'ai conservé le graphique, parce que j'ai respecté les consignes du GNTC. Vous avez comparé en tout cas avec ou sans coût de manutention, ce que ça donne? Clairement, en fait, l'exemple le plus emblématique de la progression du fluvial en lien avec un port maritime, c'est celui du port de Dunkerque, du grand port maritime de Dunkerque, où les THC ont été en effet neutralisés, c'est-à-dire ou mutualisés, et où le fluvial a connu... THC, c'est la fameuse taxe dont on parle. Les Terminal Handling Charges, voilà, donc les coûts de manutention appliqués au mode de transport terrestre et surtout fluvial. Et donc ces coûts ont été mutualisés avec les autres modes de transport à l'initiative de GPMD. Et à partir de là, on a connu une progression sans précédent du fluvial à partir de 2016 sur l'axe des Hauts-de-France. Donc si on décide de partager, tout simplement, pas forcément que comme l'exemple de CMA, qu'il y en ait un qui prenne tout en charge, mais qu'on partage, ça permet déjà de résoudre... Ok, très bien. Et pour terminer, les river training et river dating. Il y a ce programme à évoquer, des journées de formation qui ont lieu partout en France, qui sont financées par Remove. Et donc river dating pour networking aussi. Oui, c'est simplement pour rappeler à tous nos collègues ici présents que, en fait, nous organisons nous aussi des journées un peu à l'image de Oser le faire, qui s'appelle River Training, et on en organise 8 à 10 par an dans toute la France. On en a une demain à Reims, on en a une le 3 novembre à Chalon-sur-Saône, et on en aura 8 à 10 l'année prochaine. Donc le programme est en cours de stabilisation. Ça sont vraiment des journées pour demain à Reims. Ils peuvent encore s'inscrire. Il y a encore des amateurs, il y a encore un petit peu de place. Il y a quand même Reims, c'est Champagne. Voilà, il y a quelques d'ailleurs producteurs de champagne qui sont là dans l'assistance pour venir parce que l'objectif de ces journées, c'est en effet, entre guillemets, de démystifier le transport fluvial qui peut apparaître un peu opaque. Donc c'est vraiment de donner les clés d'accès au transport fluvial. En une demi-journée, on explique qui sont les acteurs, quel est le matériel, quel est le réseau, quel est l'accompagnement que VNF et ses partenaires offrent au report modal, qui est un processus assez compliqué. Et ces journées sont effectivement financées par les 4 financeurs du programme Remove, EDF, ici présent, Distridin, Engie et Total Energy, dans le cadre du programme C2E Remove. Pour ce qui concerne River Dating, dont vous avez le QR code là, ainsi que quelques cartes dans l'autre salle, eh bien c'est notre événement majeur dans le transport fluvial qui consiste à regrouper à peu près 150 prestataires de transport fluvial, ports fluviaux, sur un seul site, et c'est un événement sous forme de rendez-vous programmé d'avance. Donc celui de cette année se déroule les 3 et 4 décembre à Lyon. Et c'est vraiment l'événement clé qui permet de faire décoller un projet assez facilement. Très bien, parfait.
Alors, on n'a pas vraiment le temps pour des questions, mais je peux prendre une question, s'il y en a une. Non? Et vous? Pas de questions entre vous? Ben, merci, c'était très clair. On a pris un peu de temps pour le fluvial. C'était important de souligner que le fluvial, ça existe, c'est bien, ça progresse. Merci à tous les deux.